Et c'est toi qui donne le tempo, hein, avec plaisir. Ouais, hop, bah, écoute, de toute façon, on va commencer. Bonjour tout le monde, ravi déjà de voir qu'il y a pas mal de gens qui sont déjà connectés. On va sûrement en récupérer dans les 5 prochaines minutes, le quart d'heure normand. Euh, du coup, donc pour ceux qui me connaissent peut-être pas, je m'appelle Clément Michel, je fais partie du conseil d'administration du Clusier Normandie. On est très content de vous accueillir alors pour notre deuxième webinar officiel, même si le premier c'était un webinar qui avait vocation à présenter un peu au monde entier. J'ai des chevilles énormes. Au monde entier, le Clusier Normandie. Là, on est sur le premier webinar à destination justement de vous, les adhérents. Merci Maxime d'avoir répondu au pied levé à ma sollicitation. Quelques infos sur les webinars. L'objectif, c'est d'essayer d'en faire un mensuel. Voilà, donc avec toujours des sujets qu'on va essayer d'avoir très intéressants pour vous. Alors, deux choses à savoir sur les webinars. Un, si vous connaissez des gens qui veulent en faire, si vous avez des sujets en tête que vous voudriez voir abordés sans forcément connaître de gens qui sont capables de traiter les sujets, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous voulez, si vous connaissez des gens qui peuvent en faire, si tout simplement vous-même avez l'occasion de vouloir en proposer, on a un formulaire qui est dispo sur le site internet du Clusier qui permet de proposer votre demande. Donc bien sûr, les webinars sont également ouverts aux adhérents qui voudraient présenter quelque chose, hein, bien sûr. Voilà. Et donc pour ce premier webinar, je suis très content d'accueillir quelqu'un que je connais depuis un long moment. Je crois que ça fait quoi, 6 ans qu'on se connaît, Maxime, si je dis Oui, pas c'est ça, je pense, ouais, c'est ça. ça, 5-6 ans. Donc voilà, donc Maxime Aledine, qui est donc le fondateur de CyberWatch et qui va du coup nous animer un premier webinaire ce matin. Mais Maxime, je vais pas te couper l'herbe sous le pied, je vais te laisser te présenter en bonne et due forme. Bah, merci bien Clément. Dis-moi, j'ai combien de temps aujourd'hui concrètement pour la présentation? On était sur un créneau d'1 heure en comptant un peu OK, les questions. Après, ça si on marche, parfait. passe Non, un mais c'est peu. parfait, c'est aussi ce que j'avais prévu, mais je voulais savoir si c'était bien ça. Parfait. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est un peu, à la mode, on va dire. On va parler d'une analyse de risque faite avec une nouvelle méthode qui s'appelle le framework MITRE ATT&CK. Donc comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est fait par le MITRE. Et on va essayer en fait d'appréhender, pourquoi ce framework il est arrivé sur le marché et puis, les avantages et inconvénients, de ce framework-là. Donc on va regarder ça un petit peu tous ensemble aujourd'hui. Si jamais je me présente brièvement, donc Maxime Allais-Edine, je travaille dans la sécurité informatique, j'ai fait mes premiers pas en 2002 dans la sécurité informatique. À l'époque, c'était en retirant les protections des jeux comme Warcraft 3, mais à l'ancienne, c'est-à-dire avec des éditeurs de type des assembleurs, ou alors c'était avec des éditeurs hexadécimaux aussi que je pouvais jouer comme ça. Et en fait, je me suis spécialisé dans la gestion des vulnérabilités et donc je suis un des cofondateurs de la société CyberWatch qui est spécialisée dans la gestion des vulnérabilités. Et nous, on a vu vraiment arriver le framework MITRE ATT&CK sur le marché, donc on propose aussi des choses là-dessus. Et en gros, c'est un peu notre domaine, c'est-à-dire qu'on connaît bien le sujet et on a vu les limites et les avantages de cette approche. Et l'idée, c'est de partager ça avec vous aujourd'hui. Pendant tout le webinaire, j'insiste sur un point, c'est qu'il ne faudra pas hésiter si jamais vous souhaitez m'interrompre. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi que ce soit interactif. S'il y a des gens qui souhaitent intervenir, moi, avec grand plaisir pour y répondre en plein pendant le webinaire. Et si jamais maintenant je vous parle un petit peu du plan qu'on va étudier ensemble pour parler du framework MITRE ATT&CK, je vais faire quelques rappels en fait sur les analyses de vulnérabilité un peu classiques avec les méthodes qui étaient recommandées jusqu'à présent. Ensuite, je vais vous parler du framework MITRE ATT&CK et puis surtout, je vais vous parler de ce que ça ouvre pour la suite, l'arrivée du framework MITRE ATT&CK. Alors, quelques rappels déjà sur les méthodes d'analyse des vulnérabilités et sur pourquoi en fait il y a besoin de faire des analyses de vulnérabilité. Ça va aller très très vite. Pourquoi faire une veille sur les vulnérabilités? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller trop longtemps sur ce sujet-là. En fait, il y a plein de défauts de sécurité qui apparaissent, enfin qui sont publiés plutôt au quotidien sur des logiciels que tout le monde peut utiliser. Il y en a même pas mal des vulnérabilités qui ont des logos maintenant. Il y en a eu un peu moins avec des logos en 2021, mais les vulnérabilités sont médiatisées et en fait, le fait qu'elles soient médiatisées, ça fait qu'il y a souvent une réaction de: «Mince, où sont ces vulnérabilités? Est-ce qu'elles m'affectent réellement?» Et donc il y a besoin de faire une veille pour savoir quelles sont les nouvelles vulnérabilités, puis surtout si jamais vous les avez.
Classiquement, on a des choses qui sont publiées par l'ENVD. Donc ça, c'est l'écran de droite. L'ENVD, c'est la National Vulnerability Database. En fait, c'est la base un petit peu qui fait foi au niveau international aujourd'hui. Malheureusement, c'est une base américaine, mais c'est comme ça. Donc c'est une base qui fait foi un petit peu au niveau international pour les analyses des vulnérabilités. Et justement, le terme analyse est important. C'est-à-dire qu'une analyse, ça se fait toujours avec une méthode. Je reviendrai sur la méthode utilisée par l'ENVD. Et puis, on a aussi un équivalent un petit peu au niveau français avec le CERT-FR de l'ANSSI qui reprend en fait aussi des liens du NVD donc américain et qui va ajouter des compléments, souvent avec beaucoup plus d'informations techniques aussi dedans. Les vulnérabilités, il y en a beaucoup, il y en a à peu près 50 par jour qui sont publiées en ce moment. Il y a vraiment une croissance énorme. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, le pourquoi cette croissance, c'est tout simplement parce que le processus de publication des vulnérabilités a été revu pour être un peu simplifié. Et donc, en simplifiant, il y a plus de déclarations, tout simplement. C'est-à-dire que ce n'est pas que les chercheurs en sécurité informatique sont meilleurs, on pourrait dire que c'est le cas, mais il y a aussi eu et surtout une action de simplification des processus. Les vulnérabilités, en plus, quand elles sont particulièrement croustillantes, il y a des kits d'attaque qui sont publiés et ça, je vais en reparler pour la suite. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir ça en tête. Il y a des kits d'attaque qui sont publiés et notamment sur des bases, par exemple, comme ExploitDB ou alors même comme GitHub. Il y a énormément de choses sur GitHub pour les kits d'attaque. Le fait qu'il y ait de plus en plus de vulnérabilités publiées et le fait qu'il y ait de plus en plus de documentation technique sur comment les utiliser, en fait, ça fait que les attaques elles sont de plus en plus fréquentes, elles sont automatisées, et puis surtout, en fait, elles sont beaucoup plus simples à utiliser. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si tout le monde pouvait se procurer facilement des Kalachnikov sur Internet, en gros. Et en fait, dans les choses qui sont assez intéressantes, c'est que maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment accepté par tout le monde, y compris par l'ANSSI. C'est en fait 99% des vulnérabilités qui sont utilisées avec succès, en fait, c'est des vulnérabilités qui sont déjà connues. Et en fait, tout simplement, ça veut dire que les pirates, ils ne cherchent pas à réinventer la roue. Ils cherchent à prendre des choses qui marchent. Et en l'occurrence, les vulnérabilités, ça fonctionne très bien. Les vulnérabilités connues, ça fonctionne très bien. Et l'ANSSI en parle d'ailleurs dans son plan France Relance. Si jamais il y a autant de vulnérabilités, ça veut dire que là, on voit qu'il y a un besoin un peu de priorisation. Et donc, c'est-à-dire comment on fait pour prioriser les vulnérabilités. Et ça, en fait, il y a des méthodes déjà qui existaient en fait déjà depuis pas mal de temps, et on va en parler. Donc, la priorisation, il faut la faire sur une base vraiment rationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous réagissez face à l'actualité seulement, vous allez avoir des problèmes. Pour ça, je vais vous prendre un petit peu un exemple. Je vais faire une petite analogie. C'est en fait, si jamais on demande à des gens statistiquement ce dont ils ont peur entre des moustiques ou des requins, et en fait, la plupart des personnes vont vous dire qu'elles ont peur des requins. Et pourtant, en fait, les requins, quand on regarde sur une année, c'est moins de 10 morts par an, alors que les moustiques, c'est 800 000 morts par an. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain n'a pas forcément une bonne appréhension du risque et a en général peur des choses qui ne sont pas forcément les plus menaçantes. Et en fait, en vulnérabilité, c'est pareil. Et moi, ce que j'aime bien montrer là-dessus, c'est si jamais on prend des vulnérabilités comme Spectre ou Meltdown, donc c'est des vulnérabilités où il y avait leur petit logo, etc. En fait, si jamais vous tapez Spectre et Meltdown, donc moi j'ai même fait la recherche actualisée hier, il y a encore 1 110 000 résultats sur un moteur de recherche assez célèbre. Et sur Bluekeep, on est à 253 000 résultats. Et en fait, parmi ces trois vulnérabilités, donc Meltdown, Spectre ou Bluekeep, Meltdown et Spectre, il faut vraiment se lever tôt pour pouvoir utiliser cette vulnérabilité de manière efficace sur un système d'information. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile à utiliser avec succès pour extraire des informations. Alors que Bluekeep, par contre, c'est nettement plus facile. Et du coup, en fait, si on regarde qui parle des menaces, on s'aperçoit qu'en fait, les menaces, elles sont mentionnées énormément par la presse, notamment. Et ce n'est pas forcément les menaces les plus souvent mentionnées qui sont les plus dangereuses. Sous-entendu, les personnes appréhendent le risque mal et parlent des choses qui ne méritent pas forcément leur attention. Alors, comment on fait pour évaluer le risque lié à une vulnérabilité d'une manière un peu plus théorique et propre historiquement? En fait, ça consiste à évaluer la vulnérabilité avec un angle technique et un angle métier. L'angle technique, il y a souvent des personnes qui vont dire: «Moi, j'utilise la méthode CVSS», et ça, on va voir qu'en fait, il faut préciser ce que ça veut dire CVSS. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un score CVSS fourni par les autorités, effectivement, et ça, c'est des données où on va vous dire la vulnérabilité, elle a un score faible, moyen, élevé, critique, mais c'est un score fourni par les autorités. Le deuxième critère, c'est est-ce qu'il y a des kits d'attaque publics disponibles? Ensuite,
Quels sont ces types d'exploits? Sous-entendu, est-ce que ce sont des exploits qui nécessitent bac plus 40 000 pour être utilisés? Ou est-ce que c'est un exploit qu'un collégien peut utiliser? Et puis, est-ce que la vulnérabilité, on en parle sur les réseaux sociaux? En fait, c'est ce qu'on appelle les signaux faibles. Si jamais les gens en parlent sur Twitter, ça devient intéressant. La partie risque métier, c'est finalement quels sont les actifs qui sont impactés par cette vulnérabilité chez vous et est-ce que en fait c'est des actifs qui méritent une action un petit peu urgente chez vous ou pas. Sous-entendu, si jamais je peux faire mal à une de vos machines, mais que c'est une machine où en fait elle peut vraiment tomber, c'est pas du tout un problème pour vous, ça mérite peut-être pas votre attention immédiate. Si jamais je reformule, en fait, c'est une question d'évaluation de la probabilité, ça c'est la partie risque technique, et une question d'évaluation de l'impact, ça c'est la partie risque métier. Et en fait, le standard CVSS, donc, qui est utilisé aussi par les autorités pour faire des évaluations de risque, en fait, si jamais on regarde bien, c'est quelque chose qui permet de faire cela, mais souvent il est appréhendé de manière incomplète. Historiquement, le CVSS, en fait, c'est dans les années 90, il y a eu un forum qui s'est créé qui s'appelait le Forum of Incident Response and Security Teams, donc le FIRST. C'est un organisme que vous verrez assez peu en fait sur internet, c'est vraiment juste le CVSS, pourquoi ils sont connus comme ça dans la sphère, cyber comme ça et en fait historiquement, c'était aussi en réaction au un des premiers vers informatiques de l'histoire qui était le vers Morris, qui était juste avant en 1989. Petit à petit, il y a eu un autre organisme américain qui s'appelle le National Infrastructure Advisory Council qui a créé un standard d'évaluation des vulnérabilités qu'il a appelé CVSS en disant on va faire une méthode d'évaluation commune des vulnérabilités, donc Common Vulnerability Scoring System. Et ça prenait un peu de temps à cet organisme, le NIAC, et ce n'était pas forcément son cœur de métier. Le FIRST, au contraire, c'était un des premiers organismes vraiment à faire un petit peu de la cyber au quotidien. Et du coup, eh bien, le NIAC a petit à petit dit, finalement, ce score CVSS, on va le donner au FIRST pour le maintenir. En 2007, il y a eu une version que je pense là parmi nos interlocuteurs aujourd'hui. Donc il y a pas mal de personnes qui ont utilisé cette version-là. C'est le CVSS V2 qui a été très utilisé, qui était très pratique, mais par contre qui avait un problème, c'est qu'on se retrouvait avec des vulnérabilités qui étaient très graves, qui avaient le même score que des vulnérabilités qui finalement étaient très difficiles à utiliser. Donc ça a fait un peu réfléchir les gens parce qu'ils se sont dit, mince en fait, si jamais des choses qui sont graves et des choses qui sont moins graves ont la même note, c'est pas normal. Et donc en 2015, donc là, action beaucoup, beaucoup plus récente, en 2015, on a le CVSS V3 qui est sorti. Et le problème, c'est que c'était un score un peu trop technique. C'était un score qui permettait de commencer à contextualiser les vulnérabilités, mais d'une manière très complexe. Et donc, ils ont sorti encore un petit peu plus tard, en 2019, le 3.1 du CVSS qui clarifie en fait, certains points qui évitent des risques de mauvaise interprétation. C'est-à-dire que si jamais il y a une méthode standard qui, lorsqu'elle est utilisée par deux personnes différentes, donne des scores différents, c'est pas normal. Et donc, le CVSS V3.1 visait à éviter ce type de risque. Et donc aujourd'hui, la version qui est vraiment utilisée le plus dans le monde, dans les logiciels de sécurité que vous pouvez utiliser, normalement, c'est la version du CVSS 3.1. Et en fait, chaque vulnérabilité qui est publiée, elle reçoit un code qui s'appelle un code CVE, et ensuite, elle est publiée par le MITRE, donc je reviendrai là-dessus, et elle est évaluée, elle est en fait évaluée par le NIST, et elle est ensuite publiée avec son score au sein du NVD. Le CVSS 3.1, si jamais on regarde, faut pas avoir peur des mathématiques, c'est-à-dire que la formule, elle est un peu odieuse. La formule, elle est un petit peu violente parce qu'en fait, c'est tout un tas de critères à sélectionner. Et après, vous avez des formules un peu étonnantes qui vont calculer des maxima, des minima, et qui vont aussi en fait faire des calculs assez bizarres avec des puissances, etc. Donc en fait, si vous voulez, on voit que c'est une formule qui a été faite pour essayer de répondre à un besoin, donc l'évaluation des risques, mais c'est une formule où quand vous la regardez de près, c'est difficile d'en faire émerger une approche un peu logique. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, il y a des choses où on voit qu'il y a eu des arbitrages un peu presque politiques qui ont été faits. C'est vraiment ce qui ressort quand on regarde cette méthode-là. Par contre, ce qu'elle pose comme principe, la version du CVSS 3.1, c'est qu'elle pose comme principe qu'il y a un score de base. C'est le score en fait qui est fourni par les autorités en haut. Ensuite, il y a des scores contextuels. Un score temporel qui donne en fait une évolution dans le temps du score de la vulnérabilité en fonction d'éventuels dangers qui se présentent sur cette vulnérabilité. Et puis, il y a une autre approche qui est une approche métier, une approche environnementale qui permet de contextualiser la vulnérabilité dans votre système d'information. Quand on regarde en pratique, c'est
quelques boutons à cliquer, c'est des choix à faire tout simplement. Et on parle, quand on fait ces choix-là, on parle d'un vecteur CVSS. Et donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez certainement déjà. Et donc ça vous permet de contextualiser une vulnérabilité, de la faire passer par exemple d'un score de 8.3 à la base, à un score de 8.1 du point de vue temporel, c'est-à-dire que ça va abaisser son score par exemple parce qu'il n'y a pas de kit d'attaque public disponible. Et puis après, une fois qu'on va projeter la vulnérabilité dans votre système d'information, on va avoir un score qui va encore évoluer soit à la baisse, soit à la hausse en fonction des résultats de la projection. Évaluer une vulnérabilité avec le standard CVSS v3.1, donc en fait, on prend une vulnérabilité, on regarde son score de base fourni par les autorités, on regarde les exigences métiers de la cible qui est impactée par la vulnérabilité. Est-ce qu'elle a des exigences de disponibilité, d'intégrité, de disponibilité? Donc confidentialité, intégrité, disponibilité. Et puis, on regarde aussi le niveau de maturité des exploits, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des exploits publics disponibles? Est-ce que ce sont des exploits au stade juste de la démonstration? Est-ce que ce sont des exploits qui fonctionnent à peu près? Ou est-ce que ce sont des exploits où on appuie sur entrée, on va se faire un café et ça rentre sur une machine? Et ça permet de contextualiser de manière rationnelle toutes les vulnérabilités qui sont publiées. Les avantages et les inconvénients de l'approche, en fait, si jamais on regarde de près, les avantages, c'est que c'est une approche qui est reconnue aujourd'hui par tous les auditeurs. C'est-à-dire que si jamais vous prenez n'importe quel prestataire, par exemple, qui va faire même un test d'intrusion chez vous, normalement, il connaît le score CVSS et il va pouvoir vous produire des évaluations de risque qui reposeront là-dessus, sachant que dans ce cas-là, c'est chaque vulnérabilité qui fera l'objet d'une évaluation. Ça permet d'analyser le risque du point de vue à la fois technique et métier. C'est très bien documenté. En plus, ça peut s'industrialiser. C'est-à-dire qu'il y a une formule mathématique un peu complexe, pardon, mais elle est complète justement. Et en fait, on peut l'implémenter. Il y a plein de codes qui existent sur Internet là-dessus. L'inconvénient, c'est que c'est une méthode qui nécessite vraiment d'être outillée parce qu'en fait, si jamais on regarde, le score CVSS, c'est pas un risque global sur votre système d'information. Le score CVSS, c'est évalue chaque vulnérabilité. Et si jamais vous cherchez à contextualiser, en fait, vous avez carrément un score CVSS lié à chaque couple, vulnérabilité et élément dans votre système d'information. Le second problème, c'est que c'est pas utilisable dans tous les domaines de la sécurité informatique. C'est vraiment restreint sur la partie technique. Les éléments qui sont liés à tout ce qui est risque organisationnel, par exemple, vous pouvez pas mettre le score CVSS là-dessus. Ça a beaucoup moins de sens. Autrement dit, c'est difficile de lier le score CVSS à, par exemple, l'ISO 27001, si vous voulez. Et donc, c'est très orienté éléments techniques. En fait, même si jamais je vous le dis de manière très, très franche, en fait, le CVSS, c'est vraiment orienté vulnérabilité. D'ailleurs, c'est vraiment pensé comme quelque chose qui sert à évaluer les vulnérabilités, c'est même dans le nom, si vous voulez. Et pourtant, il y en a qui ont essayé de l'appliquer à d'autres mécanismes, mais ça a moins bien marché. Et le dernier point, c'est un problème d'interopérabilité. Il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est qu'en fait, même si jamais c'est un standard, et donc c'est censé être une méthode que tout le monde peut utiliser avec en plus peu d'interprétations possibles. Je rappelle que c'est même pour ça que le 3.1 est sorti. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez la même vulnérabilité qui va concerner par exemple Microsoft et Red Hat et qui va être publiée par les autorités vont vous donner un score, Microsoft va vous en donner un autre et Red Hat va encore vous en donner un autre. C'est-à-dire que finalement, c'est difficile de dire qui donne le là sur le sujet. Aujourd'hui, il y a une sorte de convention qui dit que c'est les autorités internationales qui définissent le vrai tempo et qui donnent les vraies notes. Mais n'empêche qu'il y a un problème d'interopérabilité, déjà parce que tout le monde n'est pas d'accord sur les scores. Et le deuxième élément qui fait qu'il y a un problème d'interopérabilité, c'est qu'en fait, ça ne concerne encore une fois que les vulnérabilités. A priori, ça ne concerne pas les autres types de menaces comme le phishing, etc. Et donc, ça a fait émerger des nouveaux besoins. C'est là qu'arrive le MITRE ATT&CK. Alors, le MITRE ATT&CK, si jamais on creuse un petit peu, le MITRE, c'est très ancien, ça date de 1958. Et en fait, c'est un organisme à but non lucratif qui, globalement, propose de travailler sur tout ce qui est gestion des risques, mais pas que cyber, pour notamment les États-Unis. C'est un organisme qui, en 1999, a publié en fait une approche pour essayer de référencer toutes les vulnérabilités. Et en fait, c'est eux qui ont créé la liste officielle des CVE initialement, qui contenait 321 entrées. Maintenant, on est à plus de 270 000. Donc,
Ils ont créé la première liste des CVE pour les Common Vulnerabilities and Exposures. Et en 2013, ils ont cherché à documenter comment les pirates utilisaient ces fameuses vulnérabilités, ces fameuses CVE, et comment en fait les pirates utilisaient ces vulnérabilités pour mener des attaques un peu plus complexes. À la base, c'était pour analyser les méthodes d'attaque utilisées par les pirates pour attaquer des systèmes Windows. Le Mitre Attack, ça repose sur 3 grands piliers. Ça repose sur des tactiques qui décrivent en fait un objectif. Ça repose sur des techniques qui décrivent une méthode et puis éventuellement, je dis bien éventuellement, sur des sous-techniques. Ça, c'est quand la partie technique, en fait, on peut encore être un peu plus explicite. Eh bien, le Mitre propose des sous-techniques qui vont décrire de manière encore plus précise la méthode d'attaque pouvant être utilisée par des pirates. Une fois qu'on a ces 3 blocs tactique, technique et sous-technique, en fait, si je me regarde un exemple, la tactique d'un pirate, ça pourrait être: je vais obtenir des identifiants. La technique associée, ça va être: je vais extraire des identifiants de la mémoire. Et une sous-technique qui décrit la même chose de manière encore plus précise, ça pourrait être: je vais obtenir un accès à la base SAM. Et derrière, eh bien, Mitre Attack a en plus proposé des procédures qui en fait décrivent un enchaînement de techniques et de sous-techniques utilisées par un groupe, en général un groupe cybercriminel, pour exécuter une tactique. Par exemple, ça va être: je vais utiliser PowerShell et Mimikatz pour extraire des identifiants de la mémoire et les obtenir. Et donc, finalement, Mitre Attack, ça repose sur des tactiques, des techniques, comme je l'ai dit aussi, des sous-techniques. Et puis, ces ensembles de techniques ou de sous-techniques vont former des procédures. Hop. Si jamais maintenant on regarde concrètement comment fonctionne cette méthode, eh bien, en fait, vous avez en ligne, d'ailleurs, vous pouvez le regarder, je vous ai mis le lien dans le fichier PDF, comme ça vous pourrez aussi le consulter après quand on enverra les slides avec Clément. En fait, il y a ce qu'on appelle la matrice Mitre Attack ou le framework Mitre Attack. Et en fait, il y a un navigateur là-dessus en ligne directement que vous pouvez réutiliser. Et en fait, ça vous fait donc une sorte de grand tableau Excel un petit peu en ligne comme ça. Sur ce tableau Excel, chaque colonne représente une tactique. C'est-à-dire qu'en fait, de gauche à droite, vous avez les différentes tactiques pouvant être utilisées par des groupes cybercriminels. À gauche, c'est les tactiques liées à la phase qui démarre une attaque informatique. À droite, c'est les phases qui consistent à réaliser pour de bon l'attaque informatique. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est les tactiques de gauche, c'est vraiment: je suis au début, j'essaye de rentrer dans le système d'information. La partie de droite, c'est: mon attaque est terminée, éventuellement, j'ai pu même nettoyer mes traces. Au sein de ces différentes colonnes, de ces différentes tactiques, vous avez en fait plein de cases et chaque case correspond à une technique et éventuellement plusieurs sous-techniques. C'est-à-dire qu'en fait, une case, c'est une technique et en fait, cette technique, elle peut être composée, elle peut être alimentée par plusieurs sous-techniques. Et donc, dans les techniques, par exemple, vous allez avoir: je fais un scan actif, je cherche pour des sites web ou des domaines qui seraient exposés, et cetera. Ou alors, je vais faire une élévation de privilèges, et cetera, et cetera. Et en fait, sur un périmètre donné, la méthode, elle consiste à dire: bah, sur ce périmètre, et idéalement, on va choisir un périmètre où il y a un lien entre les différents systèmes. C'est que ça n'a pas trop de sens d'analyser avec le Mitre Attack plusieurs machines qui, par exemple, n'ont aucun lien entre elles. On va choisir donc un périmètre bien précis et idéalement un périmètre qui est composé d'actifs qui ont des liens entre eux. Et ce qu'on fait, c'est on va calculer le nombre de techniques ou de sous-techniques qui pourraient être utilisées sur ce périmètre donné. Et à chaque fois qu'on va avoir plus une technique sur ce périmètre, eh bien, on va augmenter le score de la case correspondante dans le Mitre Attack de 1. Et ça va vous donner après une sorte de heatmap, une carte en fait, une cartographie comme ça, où en rouge, vous allez avoir les cases où il y a le plus de techniques pouvant être utilisées, et en jaune, celles où il y en a le moins, et en blanc, c'est quand il n'y en a pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, derrière, une fois que vous avez tracé ça, ça vous permet en fait de tracer un chemin d'attaque, ou alors ce qu'on appelle en anglais aussi une kill chain. Et c'est-à-dire, en fait, c'est l'enchaînement des techniques d'attaque qui permettent de passer d'une tactique à une autre. Et c'est finalement l'ensemble des étapes qui permettraient de mener une attaque informatique un peu complexe sur un système d'information.
Pourquoi c'est particulièrement intéressant? C'est pas ça en fait ce qui compte. Ce qui compte réellement, c'est que ça permet de se comparer sur un périmètre donné. On peut regarder la kill chain probable du système d'information et on peut se comparer à des menaces connues qui sont documentées, à des menaces APT donc. Et on a comme exemple, là j'ai pris APT31, on en parle beaucoup en France en ce moment. En fait, elle est documentée au niveau du mitre sous le nom de zirconium. Et en fait, vous avez les différentes cases liées à zirconium qui sont mises en avant ici sur cette matrice-là. Ça vous permet de voir si jamais, a priori, ces cases-là, si jamais vous avez peur de zirconium APT31, vous pouvez vérifier si jamais les cases correspondant à zirconium sont allumées chez vous ou non. C'est-à-dire que le principal intérêt du mitre attaque, c'est de vous permettre de regarder si votre système d'information, eh bien, il a des menaces qui pourraient être utilisées contre lui, qui ressemblent à des menaces déjà utilisées dans d'autres attaques un petit peu complexes. Et donc, ça permet finalement de passer d'une approche un peu technique où on fait des analyses de vulnérabilité, par exemple, à une approche où on fait une analyse de risque à partir de scénarios. Et donc ça, en France, on aime bien. En plus, quand on regarde les méthodes comme EBIOS, en fait, typiquement, c'est sur cette base-là qu'on fait ces analyses habituellement. Et donc là, ça permet de prendre en fait un aspect un peu plus stratégique dans une analyse de risque sur un élément technique à la base, les vulnérabilités. Et donc, ça permet de faire une analyse comme ça sur la base de scénarios avec des menaces, des attaques. Comment on fait pour compter techniquement comment on fait pour compter les techniques utilisables sur un système d'information? Là, je vous prends un exemple. On part d'une CVE. Donc, par exemple, je prends une CVE. Admettons que j'ai un système d'information où j'ai la CVE 2017-0143 qui se représente sur une machine. Je prends cette référence-là. Ensuite, je vais passer à ce qu'on appelle les CWE, c'est-à-dire la catégorie de la vulnérabilité. Ça, c'est aussi documenté directement dans la base du NVD. Et donc, vous pouvez passer de la CVE à un code CWE. Une fois que vous avez ce code CWE, vous allez pouvoir passer à ce qu'on appelle des CAPEC, qui décrivent en fait les modèles d'attaque correspondants. Et ça va vous lister donc pas mal de choses. Donc, je crois que nous, dans la base de CyberWatch, par exemple, je crois qu'on liste 51 modèles d'attaque pour ce code CWE. C'est-à-dire qu'on fait CVE, on passe au CWE, et puis après, on passe de la CWE au CAPEC. Et donc là, on a 51 entrées. Et enfin, on passe des modèles d'attaque aux techniques d'attaque. Et là, on obtient les techniques correspondantes, donc Impair Defenses, Impair Command History Logging, Hijack Execution Flow, etc. Et en fait, on voit que c'est des éléments qui sont faits des sous-techniques. On voit le T1562.003 ou alors T1574.006 et .007. En fait, ça, c'est-à-dire que c'est la technique 1562 ou la technique 1574, sous-technique 003 ou sous-technique 006 respectivement. Et donc ça, c'est des éléments que vous pouvez obtenir à partir d'informations que vous pouvez obtenir vous-même directement sur des sites comme ceux du NVD ou alors ceux du Mitre, ou alors il y a des outils qui vous permettent de calculer tout cela automatiquement parce que forcément, ça prend un peu de temps de faire ça à la main. Une fois que vous avez les CVE, les CWE, les CAPEC et les techniques à la fin, et bien derrière, ça vous permet d'allumer en fait en rouge les cases qui correspondent sur le mitre attaque. Et donc, ça vous permet de passer d'une CVE à des techniques projetées dans la matrice mitre attaque. Et ça, normalement, il faut le faire pour chaque CVE présente dans le système d'information. Et en fait, il ne faut même pas le faire pour chaque CVE dans le système d'information, c'est normalement, il faut le faire pour chaque occurrence de CVE. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous avez plusieurs fois la CVE 2017-0143, par exemple, eh bien, ça va augmenter du même nombre les cases qui sont dans la matrice mitre attaque. Et donc, c'est une méthode qui vous permet de passer de risques techniques liés à des scanners de vulnérabilité, par exemple, à une approche un peu plus orientée à analyse de la menace, analyse de scénarios d'attaque sur la base du mitre attaque. Les avantages et les inconvénients de l'approche. En fait, c'est aussi une approche qui est reconnue par tous les auditeurs maintenant, même si jamais je ne vous cache pas qu'il y en a plein qui ne comprennent pas encore exactement comment s'en servir parce que c'est un peu trop récent, c'est un peu nouveau pour beaucoup d'auditeurs. Donc, si jamais quelqu'un vous dit par exemple, ouais, mais en fait, moi, je vais pouvoir vous faire une analyse mitre-attaque. Moi, j'ai envie de vous dire, challengez cette personne-là, regardez un petit peu si jamais elle maîtrise vraiment le sujet, demandez-lui comment elle passe, par exemple, d'une CVE à des techniques d'attaque, ça sera intéressant.
Une fois qu'on a dit ça, ça permet par contre d'avoir une analyse de risque du point de vue menace et ça permet en fait notamment de se comparer à des situations qu'on peut connaître, ou subir à la concurrence. C'était par exemple, si vous travaillez dans la métallurgie, ça peut être intéressant de regarder votre matrice Mitre-Attaque du moment et de regarder si jamais il n'y a pas des menaces APT qui ont déjà frappé d'autres personnes qui sont dans la métallurgie et de regarder si jamais, vous avez les mêmes cases qui sont allumées chez vous ou pas. C'est une méthode qui peut être industrialisée, il y a de la documentation là-dessus et il y a des outils là-dessus. Et par contre, l'avantage aussi, c'est que c'est utilisable dans toutes les branches de la sécurité informatique. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai intérêt, c'est que ça a permis d'établir une sorte de langage commun pour faire dialoguer des solutions autour de la gestion des vulnérabilités avec d'autres types d'analyses qui n'ont rien à voir avec la gestion des vulnérabilités. C'est-à-dire que la partie Mitre-Attaque, vous allez en entendre parler même dans des outils de gouvernance. Et du coup, si jamais on a un langage commun, ça permet de favoriser tout ce qui est interopérabilité des solutions. Les problèmes, c'est que ça nécessite vraiment d'être outillé, c'est-à-dire que si jamais on peut se dire que c'est long de faire une analyse CVSS pour chaque couple actif et vulnérabilité, alors le fait en plus de devoir derrière calculer les CWE, les CAPEC et les techniques, c'est encore plus complexe, c'est encore moins ragoûtant à faire pour un humain. Donc, c'est vraiment, vraiment complexe et ça nécessite vraiment d'être outillé. Et en France, c'est pas super documenté. C'est-à-dire que vous verrez quelques articles de blog. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous verrez même qu'il y a des articles de blog qui se contredisent parfois sur quelques éléments parce que c'est encore un peu trop nouveau en France. Et par contre, les menaces qui sont documentées et que vous verrez là-dedans, il y en a certaines qui sont liées à la France, mais qui ne sont pas sur les bons noms. Donc ça, il faut faire aussi attention. Par exemple, APT31, c'est documenté principalement sous le nom de zirconium. Et puis aujourd'hui, on est plutôt sur des menaces américaines qui sont fournies par le MITRE. Et très sincèrement, si jamais vous échangez donc avec des personnes qui vous dire je peux faire une analyse Mitre-Attaque, vérifiez bien si jamais les personnes maîtrisent le sujet parce que ça nécessite aujourd'hui vraiment d'être troisième dan pour être capable de faire des analyses de risque avec Mitre-Attaque. Je veux dire, c'est vraiment une méthode un petit peu récente et donc la personne qui vous dit ça, challenge et la vérifie bien qu'elle maîtrise le sujet. Qu'est-ce que ça ouvre pour la suite, le Mitre-Attaque? Eh bien en fait, le Mitre-Attaque, ça a eu un succès assez fort, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui en parlent. On voit vraiment que c'est à la mode. Et du coup, Mitre est en train de lancer d'autres méthodes qu'ils appellent Mitre Shield, par exemple, alors Mitre Defend. Et l'idée, en fait, c'est d'essayer de voir si jamais, tout comme il y a des chemins d'attaque, et ben en fait, là, l'idée, c'est de voir si on ne peut pas mettre en place des barrières de défense qui vont pouvoir sécuriser différentes tactiques comme ça dans votre système d'information. Donc ça, c'est des choses qui commencent un peu à émerger. Donc je pense que d'ici l'année prochaine, il y aura déjà d'autres choses qu'il faudra regarder sur le sujet. Je pense que Mitre Defend notamment va pas mal percer aussi, mais il va falloir regarder le tout. Et il va y avoir d'autres travaux au niveau du Mitre, il faudra les suivre. Et aussi, ça favorise donc l'interopérabilité des différentes solutions entre solutions d'analyse de risque technique et solutions de gouvernance. Et une des preuves là-dessus, pour vous donner un exemple concret qui nous concerne, c'est que nous, donc CyberWatch, on fait partie des sociétés qui ont eu la chance d'être retenues dans le cadre du Grand Défi Cyber. Donc c'est un projet qui est porté par le SGPI en France et par William Leca. Et en fait, dans ce Grand Défi Cyber, il y avait tout un volet interopérabilité. Et grâce à cette approche Mitre-Attaque, eh bien, par exemple, on travaille en ce moment pour des interfaçages avec des solutions comme Egeri pour faire de l'analyse de risque sur la base de nos éléments à nous, et également avec Citalid, qui est aussi une solution d'analyse de risque. Et donc, finalement, CyberWatch propose de mettre à disposition à des solutions tierces tous les éléments qu'on a pu nous détecter en termes de CAPEC, en termes de technique, sur un système d'information pour les échanger avec des solutions qui, derrière, vont vous faire une analyse Mitre-Attaque avec les éléments fournis par CyberWatch, mais aussi des éléments fournis par des analyses organisationnelles pour compléter un peu le tout. Donc ça permet vraiment de créer un écosystème autour de tout ça. Si jamais vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous ai mis aussi le lien sur les slides vers le site officiel du Mitre Attaque. Et puis, sinon, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc, CyberWatch est une société française qui fait de la gestion des vulnérabilités et du contrôle des conformités. Et puis, nous, pour le coup, on est capable de faire de l'évaluation automatique de tout ce qui est CVSS et de tracer automatiquement le Mitre Attaque. C'est aussi pour ça qu'on connaît bien le sujet. J'ai essayé de faire court,
synthétique, parce que je sais que les webinaires en plus comme ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde de se maintenir jusqu'au bout. On a toujours des appels, etc. Et donc, j'espère que c'était intéressant. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis, bah, surtout, je suis prêt à répondre à toutes vos questions si vous en avez. Merci, merci Maxime. On dit souvent que la première question, c'est la plus compliquée. Alors du coup, je vais t'en poser une, comme ça j'ouvre le bal. Est-ce que tu penses qu'au fur et à mesure du temps, Mitre a vocation à remplacer CVSS ou... Enfin, Alors, je pense que ça va vraiment être complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, je pense plutôt que quand tu regardes en fait ce qui se passe en ce moment, tu as plutôt une nouvelle version de CVSS qui va apparaître. C'est-à-dire que tu as une version 4 du CVSS qui est déjà en cours d'étude en ce moment. Et en fait, je pense qu'il va y avoir cette approche-là qui va continuer à être utilisée pour l'évaluation des CVE, pour l'évaluation des vulnérabilités, donc au sens technique. Par contre, je pense qu'il y aura peut-être plus de liens, des liens peut-être même plus faciles qui vont s'établir vers les techniques du MITRE ATT&CK. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes là, si je reprends mon petit schéma de tout à l'heure, enfin, franchement, c'est quand même un petit peu complexe aujourd'hui d'obtenir les techniques pour le MITRE ATT&CK à partir d'une CVE. Et je pense qu'on va peut-être aller vers plus de simplification là-dessus. C'est-à-dire que très sincèrement, si tu regardes les 4 étapes, la partie CVE, tout le monde sait ce que c'est à peu près une CVE et tout le monde s'en sert. La partie technique, tous ceux qui font du MITRE ATT&CK s'en servent. La partie CAPEC, déjà, tu retires quelques personnes. Et la partie CWE, alors là, tu retires presque tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, il y a des étapes en trop dans le processus et j'espère que petit à petit, il y aura une simplification et qu'en fait, il y aura directement un lien direct ou presque entre les CVE et les techniques, si tu veux. Ok, merci. Je crois que oui, Pascal, tu avais une question, je crois. Tout à fait. C'est vraiment très, très intéressant comme sujet. Alors, j'ai bien noté le point de rencontre avec la solution Egeri que nous utilisons. D'accord. Quelle est la roadmap? C'est déjà prévu dans la V4 d'Egeri qui vient d'être annoncée? Alors là, je ne peux pas vous dire directement. Par contre, ce que je sais, c'est que dans le cadre du Grand Défi, on a des choses qui sont prévues avec eux. Et en fait, on n'est pas les seuls à avoir eu le projet Grand Défi, et notamment Egeri aussi a le projet Grand Défi. Et de leur côté, ils sont censés aussi récupérer des informations via nos API. C'est-à-dire qu'en fait, nous, de notre côté, via nos API, on fournit les informations et Egeri est censé aller les chercher. Moi, je pense que là, il faut mieux demander à Egeri, justement, en fait, quel est leur programme là-dessus, parce que je ne peux pas vous répondre à leur place. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a régulièrement des contacts avec eux pour des échanges dans un sens, c'est-à-dire CyberWatch qui va chercher des informations vers Egeri, et pour aussi des informations dans l'autre sens, c'est-à-dire Egeri qui vient chercher les informations de CyberWatch, dont les techniques et les CAPEC. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et peut-être une concernant en fait la mise à jour, on va dire, de toutes de toute la base de CVE MITRE ATT&CK, Ouais. parce que c'est quelque chose qui évolue beaucoup. En plus, dans le MITRE ATT&CK, il n'y a pas forcément tous les modes opératoires, vu qu'il y en a déjà pas mal de répertoriés. Après, il y a des groupes qui sont pas du tout répertoriés là-dedans. Absolument. Comment ça se passe en termes de mise à jour? Alors, pour la partie mise à jour, en fait, déjà au niveau du NVD, les CVE, elles sont mises à jour régulièrement. Et en fait, au niveau du NVD, aujourd'hui, ce qui est mis à jour, c'est la référence CWE. C'est-à-dire qu'en fait, chaque CVE va avoir un code CWE qui va être mis à jour de temps en temps. Ça, en général, le code CWE est publié assez rapidement après la publication de la CVE. C'est-à-dire que vous avez la CVE qui est déclarée, la CVE qui est publiée. Elle est évaluée. Au moment de l'évaluation, normalement, vous avez le code CWE qui sort. Et à partir du CWE, il y a des ponts qui existent, donc, comme je vais le montrer avec la partie technique. Et donc, la partie mise à jour
des techniques liées à une CVE, en fait, elle est liée tout simplement à la mise à jour de la catégorie de cette vulnérabilité, c'est-à-dire à la mise à jour de son code CWE. C'est assez rare que ce soit modifié, mais ça peut arriver, effectivement. Mais la fréquence, vraiment, dans ce cas-là, on parle peut-être à l'échelle du mois ou de l'année, parce que vraiment, c'est très étonnant que la catégorie, elle évolue. Si jamais maintenant on se concentre sur l'autre élément qui est encore plus intéressant, c'est la partie mise à jour des informations fournies par le MITRE-ATT&CK au niveau des groupes de menaces qui existent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est encore dans une phase aujourd'hui où le MITRE-ATT&CK, il est en montée en puissance et la partie groupe, on voit qu'aujourd'hui, il se focalise vraiment sur la partie américaine. Moi, ce que j'aimerais bien voir émerger, c'est des sources d'informations sur des groupes documentés au format MITRE-ATT&CK en France ou en Europe, parce que je pense que ça nous permettra d'être plus réactifs par rapport à des menaces françaises ou européennes. Et je pense qu'aujourd'hui, la fréquence de mise à jour des menaces qui intéressent en gros des organisations franco-européennes, elle est trop faible, ça c'est clair et net, alors que pour des menaces américaines, là on voit que c'est à l'échelle peut-être du mois. Par Je suis contre, ce d'accord. qui est super intéressant, mais c'est là où vraiment je pense que c'est un bon signal pour la suite, c'est la fameuse matrice que je vous montrais tout à l'heure. Donc par exemple, si jamais je vais, si jamais je prends ce lien-là, alors, donc il a mal pris le lien, je pense que c'est comme ça. Alors, pardon, c'est MITRE-ATT&CK, attaque navigateur. Voilà, je vais prendre le lien directement. Alors, mince, il n'est pas pris le tiret. Alors, attaque navigateur MITRE, on va voir. Voilà, en fait, ce qui est intéressant quand on va là-dessus, c'est en fait, si je me regarde le changelog, on voit que la version 4.3 de cet outil, qui est vraiment l'outil privilégié pour faire des analyses comme ça, il date d'avril 2021. Et là, on voit qu'en septembre, il y a eu le 15 septembre et le 16 septembre des mises à jour. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit, c'est le MITRE travaille sur les outils d'analyse de risque. Et si jamais il travaille sur les outils d'analyse de risque, ça veut dire qu'il travaille aussi sur les données qui vont être utilisées dans ces analyses de risque. Donc aujourd'hui, moi, le point de vue que j'ai sur le sujet, c'est je pense que c'est encore en train de monter en puissance. Je pense que pour le moment, c'est très, très, très orienté et analyse de menaces qui ciblent les États-Unis. Et par contre, que ça va rester tant qu'en France et en Europe, on ne se dote pas aussi d'équipes qui vont générer les données tout simplement dont on aura besoin. Je pense que ça, c'est le petit sujet qu'il faut qu'on lance en France ou en Europe. Et par contre, sur la partie outils d'analyse de risque et méthode en tant que telle, moi, je vois qu'il y a des mises à jour qui se produisent en ce moment et que ça, c'est très bon signe pour que la méthode en tant que telle, elle soit de plus en plus exploitable. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, très bien. J'ai une autre question juste pendant que j'y pense, parce qu'effectivement, la gestion des vulnérabilités ou du patch management, c'est quelque chose de très chronophage et très complexe. Vous le voyez bien par rapport aux variables d'environnement, pour bien connaître la partie métier. Donc, effectivement, ayant travaillé aussi avec des outils de veille comme Orange, XMCO, vous savez, quand on a un abonnement, en fait, on gère la partie patch management par rapport au CVE. Oui. Et puis, Et, nous, c'est notre métier en plus, donc je connais très bien ce sujet-là, il n'y a pas de souci. Enfin, nous pour le coup, on fait un outil pour ça, mais du coup, je veux dire, je comprends très bien ce que vous voulez dire et du coup, je vous écoute. Eh ben, en fait, j'essayais de voir un peu la partie, de différencier la partie manuelle de la partie analyse humaine, parce qu'effectivement, l'automatisation, c'est quelque chose qui va nous faire gagner énormément de temps. Après, en termes d'environnement, il faut remplir dans un premier temps, effectivement, les versions, l'environnement qu'on a, mais il y a pas, ça ne suffit pas, parce qu'en fait, on peut très bien avoir en fait, une version vulnérable d'un serveur qui se retrouve dans un LAN particulier et qui peut être isolé et en fonction de l'impact. Donc, il y a quand même à un moment donné une interaction avec votre application ou l'outil qui va permettre de qualifier en fait la vulnérabilité. Vous le présentez comment dans votre outil Cyberwatch? Alors, je vais vous montrer. En fait, nous, on utilise un mécanisme qu'on appelle des criticités. En fait, on en fournit 3 par défaut, basse, moyenne ou élevée, et vous pouvez créer les vôtres. Et en fait, D'accord. ça consiste à dire, vous pouvez définir des exigences de confidentialité, d'intégrité ou de disponibilité, puis il y a un petit seuil. En fait, ce qu'on vous propose de faire, c'est de dire, par exemple, je vais créer une criticité qui va s'appeler haute disponibilité. Et haute disponibilité, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui va m'intéresser, c'est l'exigence de disponibilité que je vais mettre à élevé. Les exigences d'intégrité et de confidentialité, je vais les mettre à basse.
et il y a un seuil que vous pouvez modifier. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser ces données-là pour calculer pour chaque vulnérabilité le score projeté sur l'actif qui va recevoir cette criticité, et après, on va comparer le score final à ce seuil. Et en fait, nous, de base, quand on a des clients qui nous disent aujourd'hui, je trouve que ça me prend un peu de temps, donc je ne veux pas me prendre la tête. Quand on dit que le client ne veut pas se prendre la tête, on lui dit, eh ben, dans ce cas-là, puisqu'on fournit 3 stratégies de base et qu'en fait, par défaut, la stratégie qui s'applique, c'est le niveau de criticité moyen, en fait, nous, ce qu'on recommande, c'est déjà de dire les actifs critiques, en général, vous les connaissez. Vous leur mettez la criticité élevée et vous savez aussi ce qui compte pas ou peu pour vous et vous leur mettez la criticité basse et tout le reste, vous le laissez tel quel, vous y touchez pas. Si jamais maintenant je vous montre en pratique ce que ça donne, si jamais par exemple je prends cette machine-là, donc là c'est une machine où on voit que elle a plein de problèmes. Elle a 1255 vulnérabilités détectées, donc 443 prioritaires. Donc là, si mais je vois ça là-bas, je me dis, oh, là c'est catastrophique. Et en Mhm. fait, ce qu'on voit, c'est qu'elle a une criticité élevée. C'est-à-dire que là, en fait, c'est comme si toutes les exigences de cette machine-là, elles étaient à un niveau élevé. Et bien en fait, si jamais dans notre logiciel, par exemple, donc ça, vous pouvez aussi le faire à la main, hein, techniquement. Mais dans notre logiciel, par exemple, là, si jamais j'abaisse la criticité de cette machine pour dire, OK, en fait, c'est pas une machine si importante que ça pour moi, j'abaisse tous ces niveaux d'exigence. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est on va voir qu'il y a CyberWatch qui va être en train de tout recalculer donc, sur cette machine-là. Donc, on va voir, voilà, juste en dessous de ma souris, on voit qu'il y a une petite horloge jaune. Là, en fait, c'est-à-dire que CyberWatch est en train de redire, OK, j'ai compris, il faut que je refasse le calcul pour chaque vulnérabilité sur cette machine-là. Ok, on va avoir On un nouveau score. reprojette. Et en fait, on D'accord. va voir le résultat. Et en fait, ce qui se passe, c'est on prend la vulnérabilité, on rajoute les données liées aux exploits disponibles, on rajoute les données liées au contexte de la machine et on regarde ce qui dépasse le fameux score de 7,5 de tout à l'heure. Et là, on voit qu'il n'y en a plus que 12. D'accord, ok. Et en fait, derrière, on vous indique ces vulnérabilités-là avec la partie vulnérabilité prioritaire, avec la petite cible ici. Et l'intérêt, en fait, c'est que ça vous permet de vous dire, OK, en fait, si jamais c'est une machine qui n'est pas si importante que ça pour moi, eh bien, en fait, c'est ça ce que j'ai à traiter et pas le reste. Et pourquoi c'est important? C'est que derrière, après, dans les recommandations, si jamais vous faites ces méthodes-là jusqu'au bout, normalement, après, derrière, vous vous dites, OK, quelle est l'action qui va résoudre le plus de vulnérabilités qui sont prioritaires pour moi? Et par exemple, nous, on vous fait un calcul qui vous permet de voir que là, bah, cette KB-là, par exemple, sur une machine Windows qui n'aurait pas été traitée depuis un certain temps, bah, en fait, cette KB-là, à elle toute seule, de par le mécanisme de cumulative update de Microsoft, en fait, j'ai peut-être mis 255 vulnérabilités, dont 12 prioritaires. Mais si jamais je déploie juste cette KB-là, J'ai et ben en fait, 73. Ok. j'ai 673 CVE et 6 prioritaires qui vont être traités sous-entendu. Une action, je résous 50% de mes problèmes. D'accord, ok. Et ça, c'est plus facile à vendre derrière aux équipes de production en général derrière. Mm. Très bien. Et du coup, c'est pour ça que nous, l'approche qu'on recommande, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, on peut même aller jusqu'au patch management, c'est-à-dire qu'en fait, sur la partie gestion des vulnérabilités, nous, ce qu'on recommande, c'est pas forcément d'avoir un outil qui fait tout. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a des clients qui disent moi, Cyber, je veux l'utiliser que pour la partie détection et priorisation, mais pas la partie correction, alors qu'on a un patch management embarqué. Mais par contre, c'est de connecter les outils. C'est-à-dire, par exemple, nous, on peut aussi piloter un outil de patch management tiers pour déployer des correctifs. Mais en gros, ce qu'on recommande, c'est de voir la gestion des vulnérabilités comme un processus qui doit se faire régulièrement. Et pour qu'un processus se fasse régulièrement avec détection, priorisation, correction, détection, priorisation, correction, il faut que Mm. ce soit simple à utiliser et il faut mieux interconnecter les outils du coup. Oui, d'accord, je vois bien. Et donc, tout simplement pour vous dire que moi, si jamais vous dites, OK, en fait, c'est quoi une méthode simple pour appliquer la priorisation CVSS? Ben moi, je vous recommande de calquer un petit peu ce qu'on a aussi dans notre produit avec, vous définissez 3 niveaux de contexte environnementaux, bas, moyen ou élevé. Et vous faites les calculs pour vos vulnérabilités pour voir si jamais quand vous projetez comme ça sur vos machines, ça dépasse un score que vous définissez. Donc, nous on recommande le score de 7,5 parce que statistiquement, quand Mhm. on a observé, on a fait pas mal d'études de notre côté là-dessus, 7,5, c'est vraiment le seuil à partir duquel, quand la vulnérabilité elle est projetée et qu'elle dépasse ça, elle doit mériter quand même votre attention, a Oui, priori. bien sûr, ouais. Après, effectivement, je faisais un peu le même calcul que vous, bon, on le faisait en manuel par rapport, quand je gérais le patch management, quand je travaillais dans une banque. Donc on s'était donné un seuil en fonction des vecteurs, hein. On regardait si c'était exploitable ou pas. Donc il y avait une, C'est ça. une Et analyse d'ailleurs, la d'impact. partie exploit, en fait, nous-mêmes, on fait aussi la veille parce qu'en fait, ça modifie le score. Là, si je vous montre, par exemple, cette vulnérabilité-là, on voit qu'elle a un score de 9,8 d'après les autorités. Et en fait, ici, on voit qu'il y a, par exemple, qu'il y a un code d'exploit qui a un niveau fonctionnel, alors pour cette autre vulnérabilité, on voit que l'exploit, il est juste à un niveau de démonstration. Et en fait, ça, effectivement, ça a un impact sur le score. C'est-à-dire que si, par exemple, je passe la souris ici, on voit que cette vulnérabilité, ça lui donne un score final de 7,6, alors que celle-ci, ça lui donne un score final de 7,8 parce que son exploit fait varier sa métrique temporelle
et du coup, va avoir un score CVSS final contextuel plus élevé. Et au niveau au niveau justement du recueil d'informations concernant les outils effectivement sur GitHub ou autre, Mhm. parce que bon, il y a énormément de sources d'informations. Ouais. Effectivement, parfois on trouve des exploits qui seront pas du tout exploitables. Oui. Voilà. Après, au niveau de la threat intelligence, vous êtes connecté avec quel type de base? Il y a une centaine de bases aujourd'hui qu'on récupère des informations qui viennent des éditeurs. Donc, par exemple, là, vous voyez, il y a plein de liens. Il y a des liens vers le NVD, forcément, puisque c'est un petit peu l'autorité qui fait foi, vers Alpine Linux, vers l'ANSI, vers CentOS, Debian, etc. Et puis là, on a des liens aussi vers des exploits. Et donc, on a des liens vers GitHub, vers PacketStorm, vers ExploitDB, vers Security Focus, vers Metasploit, vers Zero Day Initiative. J'ai l'impression d'en oublier encore. Enfin, en gros, si vous voulez, on récupère les informations de pas mal de sources d'exploits. Et en fonction de la nature de ces sources d'exploits, eh bien, ça nous permet d'évaluer si jamais l'exploit est facile à utiliser ou pas. C'est-à-dire qu'en général, les exploits qui sont sur GitHub, statistiquement, vous n'avez pas trop à vous en soucier. Par contre, ça veut dire que ça va bientôt s'industrialiser. Quand ils sont sur ExploitDB ou sur Metasploit, là, ça devient un peu plus embêtant. Oui, c'est sûr. Et la CVE, par exemple, d'Apache d'hier? Là, par exemple, si jamais je vais voir, donc, hop, donc Parce que c'était la l'ANSI, CVE 2000. Mais moi, oui, moi, mais j'étais. alors par contre, attention là-dessus, hein, c'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous montrer pour la CVE en question. Si mais par exemple je vais sur Debian pour cette CVE-là, en fait, si mais vous allez sur Debian, vous allez voir que comme en fait Debian fait ce qu'on appelle du backporting, en fait, par exemple, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas du tout affectés par la CVE. C'est-à-dire que si vous avez installé Apache 2 via les packages officiels de Debian, vous n'avez rien à craindre. Et en fait, ça, c'est vrai aussi pour Ubuntu. C'est-à-dire que si mais je fais Ubuntu avec cette CVE-là, vous allez voir qu'en fait, sur les versions stables, vous n'êtes pas non plus vulnérable. Si jamais je vais sur SUSE et que je fais ça, vous allez voir qu'en fait, hop, vous n'êtes pas vulnérable. On voit notre affecté de partout. Si jamais je vais sur Red Hat et que je vais là-dessus, hop, vous allez voir que vous n'êtes pas vulnérable. C'est-à-dire qu'en fait, je ne cherche pas à dire dormez tranquille, mais je cherche juste à dire, en fait, attention, parce qu'en fait, encore une fois, là, pour moi, c'est l'exemple parfait de l'allégorie du moustique et du requin. C'est pas parce que tout le monde en parle que c'est une vulnérabilité dangereuse. En fait, cette vulnérabilité, elle concerne une version d'Apache très spécifiquement. Et C'est en ça. fait, pour installer cette version d'Apache sur Linux, ça veut dire en gros que la personne a téléchargé spécifiquement la version et à Pouvoir lancer le compiler les binaire à sources, la main et ouais, tout. Enfin, en ouais, gros, ok, d'accord. C'est ça. c'est presque impossible de rencontrer ça. Je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est presque Non, non, non. impossible d'avoir ça sur Linux et sur Windows. Ça veut dire qu'il faut avoir installé Apache aussi dans la bonne version sur Windows, etc. Donc, sous-entendu, en fait, vous avez peu de soucis à vous faire On normalement. va Et recompiler en les fait, sources, en nous, fait, on vous donne aussi, aussi ok. des expos. Par exemple, c'était là, par exemple, si on va là-dessus, donc là, il n'y a pas encore eu de score officiel des autorités. On voit, par exemple, qu'on a déjà l'alerte du certificat de l'ANSI, hein, donc forcément, là, vous avez les éléments. Mais par contre, on a aussi les exploits donc de ExploitDB. Voilà, donc là, on a l'exploit de ExploitDB. Donc là, vous voyez le wineliner comme ça. Et on a aussi l'exploit de PacketStorm. Mais du coup, si jamais, par exemple, là, vous me demandez aussi quel est mon avis sur cette vulnérabilité-là, très sincèrement, pour moi, aujourd'hui, c'est un requin. Elle va faire peur, mais il y aura peu de morts, entre guillemets. Oui. Très bien, non, mais ouais, ça répond à ma question. Je vous remercie beaucoup. Ah bah, je vous J'en en ai prie. fini avec mes questions, donc je laisse Pas la de place aux souci. collègues. Est-ce qu'il y a une dernière question pour ce premier webinaire? Bah, on dirait que Oui, non. oui. Ah, J'ai une désolé. question. Bonjour à tous. Désolé pour le retard, j'ai un peu un calendrier ministre. Donc Rémi Test. J'ai une question. Est-ce qu'à long terme ou moyen terme, vous allez développer l'outil pour faire l'implémentation de SMSI derrière? Alors, c'est pas du tout notre vocation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on fait de la gestion des vulnérabilités techniques et du contrôle de conformité, mais aussi technique. Et en fait, la partie SMSI, ça, on le laisse justement à nos amis, par exemple, d'Egeri ou de Citalit. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qu'on souhaite faire, c'est pouvoir s'interfacer avec des outils de ce type-là. Mais en gros, on pense que si jamais on vous dit qu'on faisait tout,
on ne serait pas crédible et du coup, on préfère vraiment se focaliser sur notre expertise et notre cœur de métier. Donc, pas de SMSI par contre, et on a effectivement des éléments que notre logiciel calcule, que ce soit dans la partie conformité technique, c'est-à-dire durcissement des machines, est-ce que les machines, elles ont bien un antivirus à jour, les mots de passe qui font bien les bonnes longueurs, etc. Ou alors la partie vulnérabilité, est-ce que j'ai les bonnes vulnérabilités, etc. Et ça peut être envoyé par API dans des outils de SMSI. Mais nous, CyberWatch, on ne va pas s'orienter a priori vers des outils comme ça de SMSI parce que tout simplement, il faut mieux être spécialiste d'un sujet et le faire bien plutôt que vouloir tout faire et ne plus rien faire de bien. Merci pour votre franchise et votre réponse. Pas de souci. Parfait. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Il est 11h30, on est dans le tempo. Maxime, merci encore de ton temps et de cette présentation vraiment de grande qualité. Ce sera un plaisir si tu veux réintervenir à d'autres occasions sur le Clusier, hein, vraiment. Et puis, donc pour tout le monde, donc l'objectif, comme je le disais, hein, c'est d'essayer d'avoir au moins un webinar mensuel. Il n'y a pas encore de date arrêtée pour le prochain, mais bien sûr, dès qu'on va le planifier, on vous tiendra informé et on essaiera de toujours vous informer au moins 2 semaines à l'avance quand il y a des webinars qui tombent. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, je précise juste un truc aussi, c'est que si vous écrivez à contact@cyberwatch.fr, par exemple, si vous avez d'autres questions derrière et tout, en fait, c'est moi qui lis cette boîte mail-là. Donc, en fait, si vous écrivez dessus, ça ne sera pas traité avec plein d'autres personnes, etc., qui interviendront. Ça sera moi qui vous répondrai aussi avec mon adresse à moi derrière. Donc, vous pouvez écrire dessus, il n'y a pas de souci. Et si vous avez d'autres questions, je vous répondrai directement. Donc, au plaisir, si jamais il y a d'autres éléments qui vous viennent après la fin de ce webinaire. Si jamais vous souhaitez obtenir plus d'informations. Ok, bah merci beaucoup. C'était très intéressant. Je pense que je vais vous recontacter. Ça m'intéresse d'avoir une petite démo de votre produit pour voir un petit peu. Donc, comme ça, je rassocierai des collègues. De toute façon, on a des collègues qui sont dans le webinaire hein, de Caen-la-Mer. Donc, merci beaucoup. Et puis, bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne Bonne journée journée. également. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.